La démocratie sanitaire, Nous sommes plus de 66 millions de femmes et d'hommes usagers du système de santé. Un jour ou l'autre, au cours de nos vies, nous aurons tous besoin d'un médecin, d'une infirmière, d'un hôpital, d'une sage-femme, de soins ou de médicaments. Nous avons tous droit à ce que nos difficultés de santé soient prises en compte. Depuis la fin du XXe siècle, un processus légal et politique est engagé, porté par les revendications du monde associatif, qui promet de mettre le patient au cœur du système de santé, la démocratie sanitaire. Mais que savons-nous de cette nouvelle forme de démocratie en santé ? 10 militants du CISS, le collectif interassociatif sur la santé, nous parlent. La démocratie sanitaire, c'est le fait que les malades puissent être acteurs de leur propre santé, pouvoir prendre des décisions qui les concernent. C'est considérer que chaque citoyen a son mot à dire pour lui-même d'abord, mais dans le système de santé auquel il souhaite participer ou qu'il souhaite avoir dans son pays. Nous sommes dans un régime dit de démocratie politique, avec un système de représentants élus. Nous sommes dans un système de démocratie sociale, parce que via la redistribution exercée par les prestations sociales, la sécurité sociale, les retraites, etc., il y a une certaine redistribution qui est faite. Donc, démocratie sanitaire a été construite sur ce modèle-là. C'était l'idée d'associer pas simplement les personnes malades, mais aussi potentiellement tous des représentants de la population à la définition d'un enjeu majeur on peut dire du 20e et du 21e siècle, qui sont les questions autour de la santé. Normalement, la démocratie sanitaire, c'est quand même fait pour permettre plus d'égalité. C'est pas une démocratie sanitaire comme ça en suspension dans l'éther. C'est une démocratie sanitaire opérationnelle. Ça me semble extrêmement important et nécessaire que la démocratie sanitaire existe et que les patients puissent participer aux choix politiques, aux choix de stratégie de santé qui concernent leur prise en charge. Quand vous mettez un pied, par exemple, à l'hôpital, vous n'êtes pas dans le même... Vous rentrez dans un autre univers. Déjà, le fait d'être malade, c'est qu'on est un peu moins égaux que les autres, factuellement. Et la société nous le rappelle de manière très régulière. Quand on est patient, on ne peut pas se défendre. Quelle que soit la maladie, d'ailleurs. Parce que on ne peut pas se défendre, on est couché ou on est pris par des professionnels qui ont un langage qui n'est pas le nôtre et des procédures qui ne sont pas les nôtres. Donc on a globalement une personne fragilisée par la maladie, et c'est précisément parce qu'elle est fragilisée que le législateur a décidé de lui donner des droits particuliers. Quand on est un patient, on est d'abord un citoyen. Donc on a les droits d'un citoyen. Droit à l'information, droit à être reçu correctement, droit à être respecté, droit à participer à ses soins. Voilà. Droit d'une personne citoyenne, normale. On a l'impression que c'est un sujet récent. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'on réfléchit aux droits dans la santé, et notamment le préambule de la Constitution de 1946 dit que la nation garantit l'accès à la santé de tous. Donc il y a déjà la volonté des constituants français, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de protéger la santé des Français, et que la nation doit cette protection à l'ensemble des Français. C'est en effet dès 1946 que la protection de la santé des citoyens, basée sur la solidarité nationale, est inscrite dans nos droits fondamentaux. Les mots du préambule de la Constitution sont clairs. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. C'est le début d'un long processus d'évolution de la relation entre les citoyens et leur système de santé. En 1974, une étape est franchie. Simone Veil signe la première charte du malade hospitalisé,
qui garantit la qualité des soins et le respect de la dignité des personnes hospitalisées. En 1996, les ordonnances Juppé de réforme de l'hospitalisation publique et privée consacrent leur premier titre aux droits des malades et à la qualité de la prise en charge. Ces ordonnances prévoient, pour la première fois, la représentation des usagers de la santé au sein de chaque établissement public de santé ainsi qu'aux conférences nationales et régionales de santé. Mais c'est à l'automne 1998 qu'arrive le grand bouleversement avec les États généraux de la santé. À travers toute la France, plus de 180 000 personnes et de nombreuses associations de malades participent à des forums citoyens sur les questions de santé. Les revendications sont claires. Il faut développer et définir les droits des patients. Et les patients sont entendus. Le 4 mars 2002, la loi Kouchner, relative aux droits individuels et collectifs des malades et à la qualité du système de santé, est adoptée à l'unanimité par le Parlement. Avec ce nouveau texte, un ensemble de lois protège enfin les droits individuels et collectifs des usagers du système de santé. Dans la loi du 4 mars 2002, il y a deux parties qu'il faut bien distinguer. Il y a une première partie qui est celle des droits individuels, le droit d'accès au dossier médical par exemple, ou le droit au consentement de la personne malade par exemple. Et puis il y a des droits collectifs. Par exemple, le droit de siéger dans des instances de santé, de faire en sorte que les patients français aient des représentants à la Caisse d'assurance maladie, à l'Institut national de prévention, dans les différentes commissions qui sont mises en place par l'État. Voilà, c'est deux natures de droits différentes. D'abord, un groupe de droits qui sont les droits individuels et un second groupe de droits qui sont les droits collectifs. On voit bien qu'on n'est pas égalitaire devant même ces droits individuels. Parce que vous avez des gens qui, de par leur parcours, de par un certain nombre de difficultés, ils sont déjà dans l'inégalité par rapport aux droits. Vous avez actuellement, il y a des personnes qui ne savent même plus si réglementairement, elles ont des droits pour aller se faire soigner. Moi, j'évolue dans un milieu où les gens accèdent à la connaissance de leurs droits, s'ils le veulent en tout cas. Ça ne pose pas de problème. Mais la question aujourd'hui n'est pas seulement de donner des droits aux gens, c'est de les leur faire connaître. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. La pierre angulaire de la nouvelle façon d'aborder le soin et de la nouvelle relation entre patient et soignant, c'est une phrase de la loi qui dit le patient prend les décisions, la personne malade prend les décisions qui la concernent en collaboration et avec son médecin. Donc, avant, c'était le médecin prend les décisions qu'il estime les meilleures pour la personne malade. Donc, on était dans un rapport paternaliste et d'infantilisation dans le vrai sens du terme. Ce foutu paternalisme médical qui a couru tout au long du XXe siècle, le droit à l'information, il est évidemment conçu dans un esprit de rééquilibrage de la relation médecin-malade et avec un destin qui est clairement celui de la décision partagée. L'information, elle est l'essence même du soin. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il peut y avoir de la défiance, il peut y avoir des échecs thérapeutiques, il peut y avoir échec de l'observance, etc., etc. Bon, il y a la loi du 4 mars 2002, parce qu'avant, on ne savait même pas de quoi on souffrait. Il n'y avait pas de diagnostic, on ne nous en donnait pas. Bon, là, maintenant, c'est obligatoire de le donner. Alors, c'est fait quand même plus ou moins bien, avec plus ou moins des correctifs. C'est très rare, un médecin qui dit, un psychiatre, vous souffrez de schizophrénie. Et pourtant, s'il connaissait le soulagement de la personne, même schizophrénie, ça fait peur aux familles, ça fait pas peur à la personne. La personne, elle dit, tiens, il y a un nom, donc peut-être qu'il y a des soins, je suis normale dans l'anormalité. Parce que sinon, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Je suis différente. On n'imagine pas que d'autres personnes souffrent de la même chose.
Voilà, c'est très très important ça pour nous de savoir le diagnostic. La loi prévoit en plus que de toute façon l'information des droits, l'information concernant la santé doit être délivrée dans des termes intelligibles et clairs et adaptés à la situation des patients. Donc de même pour les mineurs lorsque ce sont des enfants, de même donc pour les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés à comprendre certaines choses, il faut s'y adapter. L'information, quand elle est donnée, elle nécessite qu'elle soit compréhensible. Moi, j'aime bien qu'on m'explique tout. S'il y a une souffrance, s'il n'y en a pas, s'il y a des effets secondaires, s'il n'y en a pas, etc. Il ne suffit pas de donner une information médicale que personne ne comprend, sauf les médecins eux-mêmes. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions qui sont proposées, ainsi que sur les autres solutions possibles sur son état de santé. Par le passé, quand il y avait une thérapeutique ou qu'il n'y en avait même pas, je veux dire, la possibilité de participation, de choix, elle était quasiment nulle. On était content qu'il y ait déjà une possibilité. Aujourd'hui, et encore plus demain, il y aura une diversité de choix thérapeutiques. Pour pouvoir effectuer des choix, il faut que le patient il ait une information. Et l'information qui soit, là encore, s'il le souhaite, la plus exhaustive possible pour qu'il puisse participer à ses choix. La loi, elle dit bien les traitements et pas un. C'est-à-dire qu'on doit présenter l'ensemble des traitements disponibles et adaptés à la situation du patient. Et c'est souvent l'objet de querelles parce que d'abord, il y a des traitements qu'on prescrit par habitude, alors qu'il y a parfois des alternatives et on oublie de les présenter aux patients. Et puis parfois, on sait très bien qu'il y a des traitements qu'on ne présente pas ou des alternatives qu'on ne présente pas, soit par paresse, soit par méconnaissance, parce que aussi la science médicale va vite dans certains domaines et qu'il y a des innovations thérapeutiques dans certains domaines qui ne sont pas connus de tous. Donc l'enjeu de l'information sur les traitements, c'est un enjeu extrêmement important. Par exemple, une valve cardiaque, est-ce que c'est une valve biologique, une valve mécanique? Quels avantages, quels inconvénients, de manière à ce qu'on puisse avoir le choix, sans obligatoirement tomber sur un chirurgien qui va dire « moi, c'est la valve mécanique, hein, sinon vous sortez ». Voilà, ça c'est assez désagréable. Alors dans ma situation particulière, j'ai démarré la dialyse en urgence. Donc pour le coup, quand ça a commencé, j'ai pas eu le choix. Voilà, c'était dans des conditions difficiles. En revanche, ce qui aurait pu avoir lieu ensuite, c'était une information a posteriori, et éventuellement me permettre de changer de modalité de dialyse. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Moi, j'étais déjà assez branchée Internet, donc je suis allée chercher de l'information par moi-même, et j'ai assez vite compris qu'il fallait que je mette tout en œuvre pour essayer d'accéder à une greffe le plus rapidement possible. Et donc, j'ai mis la pression sur mes médecins pour que ce soit ça la solution qui soit privilégiée. Et ça a quand même pris un peu de temps, mais pas tant que ça, puisque au bout d'un an, j'ai pu effectivement être greffée. Mais c'est vrai que ça a été une démarche très personnelle et l'information, je suis allée la chercher un peu moi-même. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée. Je rappelle que la loi, elle consacre aussi la volonté de ne pas savoir et de s'en remettre aux médecins, de A à Z. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Il y a des gens qui veulent savoir, mais qu'à des moments de leur parcours, dans la maladie, disent « Non, mais attendez, moi, faites comme vous voulez, mais moi, je ne veux plus savoir. » Et puis après, ils vont revenir en disant « Mais moi, je veux continuer à me battre et je veux être informé. » Le consentement, c'est une question importante, c'est pas une question anecdotique, c'est une question importante parce que elle vient de loin et elle vient du pire du XXe siècle, qui est évidemment les horreurs commises par les nazis sur un certain nombre de personnes, des traitements qui avaient été infligés sans consentement, enfin toute l'horreur que l'on connaît, et l'obligation du consentement dans le monde
l'obligation de consentement dans les soins au plan international, il vient quand même et il découle des procès de Nuremberg. C'est donc quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est un droit fondamental de chez fondamental, on dirait aujourd'hui. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Quelqu'un a le droit de demander à quoi ça l'engage s'il rentre dans un traitement. Et le consentement également, pour une intervention, pour un traitement, doit être demandé auprès du patient. Le travail du CIS autour de la question du consentement, c'est de rappeler sans cesse qu'il n'y a pas de consentement libre sans qu'il ait été éclairé par les données les plus essentielles sur un traitement ou sur une intervention chirurgicale. Pourquoi, comment, dans quelles conditions. Voilà, tout doit être exposé, y compris les risques inhérents au choix de telle ou telle thérapeutique. Moi, je travaille actuellement beaucoup sur la chirurgie ambulatoire. Alors, on voit bien qu'actuellement, techniquement, il y a beaucoup d'actes qui peuvent être pratiqués en chirurgie ambulatoire. Mais est-ce qu'on a bien donné tout le niveau d'information à la personne pour lui expliquer ce que ça veut dire que d'avoir une intervention en chirurgie ambulatoire? Est-ce qu'on s'est interrogé sur la capacité de la personne à ne pas être angoissée à l'idée de rentrer le matin et de sortir le soir parce que ça peut lui apparaître idéal, mais de ce qui peut se passer après une sortie d'hôpital? Est-ce que dans son environnement, il y a quelqu'un qui va être en capacité, s'il se produit quelque chose, d'appeler l'établissement, enfin, etc., etc. Vous voyez, et là, le consentement du patient, il a le choix d'accepter ou pas, mais il faut lui donner alors là, le projet information, mais toutes les informations nécessaires qui lui permettent de choisir la manière dont il veut être traité. Ça, c'est fondamental. Souvent, le consentement, la recherche du consentement, il est souvent vu sur, là encore, de la part des professionnels, sur quelque chose de défensif. C'est-à-dire, c'est une obligation légale. Si on ne le fait pas, on risque d'être sanctionné, ou en tout cas de voir notre responsabilité engagée, et on n'est pas dans une démarche pédagogique. Alors que le consentement, ça doit être justement, pour pouvoir faire consentir quelqu'un, il faut le convaincre, il faut lui expliquer, il faut discuter. Et ce n'est pas simplement un acte administratif d'une signature ou d'une liasse d'informations ou d'une page en disant « je consens à ». La loi 2002 est formelle, on a renversé la charge de la preuve, il appartient au médecin de démontrer qu'il a bien donné toute l'information au patient. Donc, de ce fait, il va très souvent l'abreuver d'informations, voire de papiers auxquels il ne va rien comprendre. Et il va lui dire, voilà, moi j'ai donné l'information, il va lui faire signer un papier, mais ça ne prouve pas que l'information a été loyale. Mais bon. Et il va le dire, il a donné son consentement, ou il n'a pas donné son consentement. Il n'a rien compris au film, le patient, très souvent, parce que c'est compliqué l'affaire. Consentement, c'est d'ailleurs un très mauvais mot. On ne devrait pas parler de consentement. C'est donner des informations et permettre à quelqu'un de choisir. Quand il peut choisir, il peut dire non. Il peut ne pas consentir. J'insiste là-dessus parce que les médecins entendent la plupart du temps, quand on parle consentement, droit au consentement, c'est-à-dire je vous donne l'information et n'est-ce pas que vous êtes d'accord? Il faut que les patients osent dire à un médecin, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. C'est évidemment pas du tout simple à faire. C'est simple comme ça devant une caméra, mais c'est pas simple à faire dans la vraie vie. De dire mais je comprends pas. Voilà, même nous, parmi les plus combatifs, parfois on n'ose pas dans un cabinet médical. Nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait par exemple un délai entre le moment où on donne l'information et le moment où le consentement ou le non-consentement est recueilli. Parce que sinon, on voit bien, ne serait-ce que ce que crée le stress de avoir un rendez-vous. Voilà, on est dans un bureau, même si on y reste, je sais pas, 3/4 d'heure, une heure, etc. À la sortie, vous devez dire oui ou non. Bon, ce ne sont pas les conditions idéales de consentement. On a eu de l'information, on doit avoir le temps de réfléchir, on doit pouvoir en parler avec des proches, on doit pouvoir consulter son médecin généraliste, on doit pouvoir consulter une association, aller sur un site et donner un consentement. Là, on est un peu dans un espace, disons, idéal et qui est loin d'être toujours respecté.
l'accès direct au dossier médical, c'était une demande historique du monde associatif en France, et je précise en France parce que la France a été le dernier pays à être résistant à cet accès direct aux pièces médicales. Dans les années 90, cette question-là de l'accès au dossier, elle est centrale parce qu'on est sur des contentieux de la responsabilité et que les établissements de santé ne veulent pas dire, ne veulent pas donner l'information médicale et que les patients sont obligés d'aller devant le juge pour demander leur dossier médical. Même pas pour se plaindre, pour demander leur dossier. Les patients sont obligés de faire des actions en référé devant les juges pour qu'ils ordonnent la communication du dossier médical. Il y a une telle volonté de cacher les accidents médicaux, les accidents liés à ce qu'on appelle les maladies nosocomiales à l'hôpital, il y a une telle volonté de les dissimuler qu'on dissimule aussi le dossier. L'argument qui était donné, c'est mais vous serez responsable, c'est comme ça qu'on a été plusieurs fois interpellés, vous serez responsable des gens qui apprennent leur pathologie à travers l'accès à ce dossier et qui risquent même de se suicider et tout ça. Ça fait 14 ans que la loi est passée, on n'a jamais vu de suicide. Mais le problème principal n'était pas du tout celui-là. Le problème principal, c'était que la tenue d'un dossier médical était une obligation pour les médecins, obligation qui n'était pas remplie, que de l'ordre de 95% des dossiers étaient vides. Enfin, vides ou complètement. Monsieur Lascaux mettant le temps, on lui a fait une ablation de la vésicule biliaire, il est resté 3 jours, il est ressorti le temps. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'on appelle un dossier médical. Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé. Les modalités d'accès au dossier médical, elles sont simples. Il suffit de le demander. Et par lettre simple, que ce soit au cabinet médical ou que ce soit dans l'espace hospitalier ou dans une clinique. Donc c'est simple, on écrit, je voudrais avoir accès à mon dossier médical. S'il est volumineux, on prend le soin d'expliquer quelle pièce on souhaite, une radio ou bien une liste de médicaments qui aura été prescrite, une ordonnance, etc. Alors évidemment, il vaut mieux le faire par recommandé si on sent qu'on n'aura pas de réponse, et parce que ça permet de faire ce qu'on appelle en droit, de conserver les délais et de faire en sorte qu'on puisse ensuite, devant le juge, si on n'a pas eu son dossier, demander que l'établissement soit contraint de le donner. Il faut pouvoir donner la preuve au juge qu'on a demandé le dossier à une date qui est une date certaine, et le recommander pour ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir une date certaine. Les relations encore, qui sont des relations assez dominantes des professionnels de santé sur les patients, là pour le coup, ne facilitent pas la prise de parole et la demande. C'est-à-dire qu'un patient qui va demander son dossier, quelque part, il est un peu gêné de demander son dossier. C'est comme si c'était un outrage que de demander son dossier. Mais comment ? Et nous, au lien, l'association, on voit bien que des patients ont des difficultés avec ça. On leur reproche d'avoir demandé leur dossier parfois. Ça, c'est inacceptable, quoi. C'est une pression morale qui est inacceptable. L'accès au dossier médical, oui, c'est crucial. C'est crucial parce que, d'autant plus pour les personnes en situation de handicap qui doivent finalement vivre longtemps avec leur handicap, ou en tout cas de manière... pour certaines, c'est à vie, pour d'autres, c'est de manière durable. Donc, c'est d'autant plus crucial de connaître l'ensemble des échanges médicaux, des opérations qui ont pu se succéder, de prendre possession finalement de sa propre histoire. Les droits qui ont été construits lors de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas des droits conditionnés par des devoirs. Tout ce qui raconte cette histoire-là raconte une histoire stupide et qui n'a aucun sens. Les droits de la loi du 4 mars 2002, comme je l'ai déjà répété, comme je l'ai déjà dit, sont des droits incessibles, non négociables. C'est pas parce que vous êtes poli que vous aurez le droit au consentement. Même si vous êtes mal poli, vous avez le droit au consentement. Évidemment, il n'y a aucune raison d'être mal poli dans la relation de soins. Mais si ça se trouve comme ça, c'est pas pour ça qu'on peut dire on s'en fout
de recueillir le consentement de telle personne parce qu'elle est désagréable, parce qu'elle a mauvais caractère, ou peut-être parce qu'elle souffre et que le fait qu'elle souffre l'amène à être désagréable. Donc, il faut vraiment bien avoir présent à l'esprit qu'il y a l'affirmation en 2002 des droits des malades. De l'autre côté, il y a un autre sujet qui est des règles de bon usage du système de santé par le patient. Alors moi je trouve ça insupportable quand on me dit puisque vous avez des droits, il faut aussi accepter d'avoir des devoirs. Non, parce qu'on n'a pas choisi d'être malade, que le fait d'avoir des droits c'est juste une tentative dont les résultats sont mitigés, de rétablir une certaine équité justement par rapport à l'injustice que représente la maladie. Et donc non, il n'y a pas de devoir à exiger de la part des patients. Aujourd'hui, on voit revenir sur le devant de la scène des volontés qu'il faut bien qualifier d'archaïques, visant à conditionner les droits par des devoirs. On le voit notamment dans le remboursement des traitements, avec un arrêté qui a été publié il y a près d'1 an maintenant, qui fait que les patients sont remboursés d'un traitement s'ils le suivent bien, s'ils sont suffisamment observants. Mais bon, ça, ce sont des histoires qu'il va falloir traiter d'une manière ou d'une autre dans un débat qui est un débat de société. Parce qu'on change considérablement l'équilibre de ce qui s'est passé dans la loi du 4 mars 2002. C'est une notion clivante et dans ce sens-là, elle est dangereuse. Voilà. Deuxièmement, par rapport à tous les engagements que nous avons pu avoir, c'est typiquement une formule qui est à combattre. La question de l'individu dans le système de santé, c'est pas celui du caprice de l'enfant qui dit je veux ci ou je veux ça. C'est celui de l'individu qui veut être reconnu pour ce qu'il est et qui a envie d'avoir un traitement qui lui correspond, d'avoir une prise en charge qui lui correspond le plus. Normalement, ça ne devrait pas être difficile. Normalement, ça ne devrait pas être difficile parce que les leçons de médecine et que l'histoire de la médecine préconise l'approche globale de la personne. Mais il faut bien le dire que la médecine, l'exercice de la médecine, c'est de plus en plus devenu au fil du temps un exercice technique. On s'intéresse plus souvent à l'organe et plus souvent à la molécule qu'à la personne elle-même. Et toute l'histoire des combats qu'on a engagés ces 30 dernières années, c'est pour faire revenir l'individu sur la scène de la relation médicale, sur la scène de la relation thérapeutique, pour qu'il soit pris en compte tel qu'il est. Aujourd'hui, les patients ne sont plus des patients, sont d'abord des citoyens qui, à un moment donné, peuvent avoir un problème de santé, mais qui veulent être considérés comme des personnes à part entière, participer à leur programme de santé, être informés, dûment informés de leur état de santé, ne plus être dépossédés par finalement le milieu des professionnels qui interviennent et qui décident à sa place, même si c'est dans le sens de soigner la personne. Voilà. Je suis souvent interpellée par la manière, alors pas forcément pour ma propre histoire, mais les gens que je vois autour de moi qui sont malades, qui se heurtent à des difficultés. Je suis interpellée par la manière dont la société interagit avec eux et intègre mal finalement ces différents aspects et peut sensibiliser à ces différents aspects. Et je trouve que la maladie chronique ne prend pas la place qu'elle le devrait dans les grandes problématiques sociétales. Finalement, on a un peu l'impression que c'est finalement on s'occupe d'eux, on les soigne, donc qu'est-ce qu'ils attendent de plus, quoi. Et ce qu'ils attendent de plus, c'est la vie en entier. C'est pas la vie amputée dans plein de domaines parce qu'ils sont malades et qu'ils doivent se contenter du minimum. Les individus sont donc protégés par différentes lois qui créent les conditions de la démocratie sanitaire. Mais les inégalités face à la santé continuent de peser lourd dans la balance et la démocratie sanitaire reste un équilibre fragile. Les inégalités sociales sont un des facteurs déterminants d'inégalité face à la santé. Si l'on divise la population française entre, d'un côté, les classes populaires et de l'autre, les classes moyennes et supérieures, ces inégalités restent très fortes. Aujourd'hui, un ouvrier de 35 ans a une espérance de vie 6 ans plus courte que celle d'un cadre supérieur.
Dans une France où les écarts ne cessent de se creuser, les riches vivent donc toujours plus longtemps que les pauvres. Les inégalités face à l'éducation ont aussi un impact fort sur la santé. Si vous avez fait de longues études, ou si vous avez arrêté l'école jeune, votre espérance de vie ne sera pas la même. Ainsi, un homme sans diplôme a 2,5 fois plus de risques de décéder avant 65 ans qu'un homme ayant effectué des études supérieures. La répartition géographique de l'offre de soins est aussi un facteur majeur d'inégalité face à la santé. Les professionnels de santé continuent de se concentrer alors que les déserts médicaux s'accroissent. Aujourd'hui, plus de 3 millions d'habitants ont un réel problème d'accès géographique aux soins. Enfin, le recul de la couverture publique et les disparités face aux complémentaires santé creusent de plus en plus les inégalités. Alors que le taux de remboursement des soins de ville par la sécurité sociale est en baisse depuis de nombreuses années, plus d'un tiers des personnes sans couverture complémentaire déclarent avoir renoncé à des soins en raison des dépenses occasionnées dans l'année précédente. Non seulement on doit défendre des droits individuels, mais également des droits collectifs. Le collectif, pour moi, dans la maladie, c'est ce qui permet de se défendre quand on est individuel. Voilà, quand on est individuel, on est dans un lit, on est couché, ou alors, on n'est pas bien, et on a en face de nous des personnes qui ont un langage qui n'est pas le nôtre, et qui ont une procédure. Et on est pris là-dedans, on doit se plier. Et les droits collectifs, c'est ce qui permet de défendre les droits individuels. Parce que c'est bien cette idée-là qui est à la fois des droits individuels d'un côté et de l'autre côté des droits collectifs qui font que, quand ces droits individuels sont méconnus, il y a des gens qui sont en situation de protester dans des instances de la République. C'est ça l'articulation des choses. C'est que si les droits sont méconnus ou s'ils sont mal appliqués, il y a des gens qui sont là un peu comme des vigies, un peu comme des lanceurs d'alerte, on dirait aujourd'hui, pour dire dans telle instance, à tel endroit, les droits ne sont pas respectés. C'est ça qui est important. L'organisation, c'est mettre du collectif dans des situations qui jusque-là étaient, disons, individuelles ou interpersonnelles. Typiquement, les syndicats face à la relation employeur-salarié et les organisations de patients face à la relation médecin-patient. Je pense que dans des pathologies chroniques, lourdes, avec des traitements qui sont très lourds, qui ont un impact très fort sur la vie des personnes, ça reste extrêmement important que les patients puissent s'organiser en association et se mobiliser, parce que leur voix doit être entendue, elle doit porter. On se rend compte dans les instances auxquelles on participe que c'est très facile d'occulter la voix des malades ou de faire semblant de la faire porter par d'autres intervenants qui ne sont pas du tout légitimes et qui d'ailleurs ne défendent pas les intérêts concrets des patients tels que les patients les expriment eux. Donc en effet, ça me semble extrêmement important et nécessaire que la démocratie sanitaire existe et que les patients puissent participer aux choix politiques, aux choix de stratégie de santé qui concernent leur prise en charge. Alors, c'est pas forcément évident. Parce que, par construction, les patients sont des gens qui ne vont pas très bien et sont des gens qui n'ont pas des colonnes entières de camions pour bloquer Paris. Donc, leurs moyens pour protester sont des moyens qui sont en général faibles, de faible portée. Et il faut arriver à engager le fer avec la puissance publique, notamment, ou avec les professionnels de santé, de manière forte, de manière combattante. Alors l'histoire des mobilisations de patients, elle est extrêmement forte et elle interpelle.
Et c'est vrai que quand on a réfléchi à l'organisation des États généraux du Rhin, on a beaucoup regardé ce qui s'était passé dans les 20 dernières années. Et on voit bien que, d'abord dans le VIH, les premiers États généraux, les États généraux des malades du cancer, ont été des moments extrêmement forts de prise de parole des patients et finalement, j'allais dire, de prise de pouvoir, en tout cas des moments où les patients ont pu avoir un peu plus de place et prendre une place qui est légitime pour eux dans un système qui jusque-là les ignorait largement. Dans l'histoire de la lutte contre le sida, au fond, il y a eu pour moi 2 événements importants. Et le premier, c'est évidemment la conférence de Denver où les personnes séropositives ont affirmé « rien sans nous ». C'est très radical. Et puis, il y a la lettre de création de Aide que publie Daniel Defer dans Libération en octobre 1984, où il invite à ce que les personnes séropositives, à ce que les malades soient des réformateurs sociaux. Je suis à peu près persuadé que s'il n'y avait pas eu dans les années 80 cette mobilisation-là des associations de malades du sida, la Ligue en 98 n'aurait pas fait les États généraux du cancer, où pour la première fois, c'était les malades qui interpellaient les professeurs qui étaient encore uniquement à la tribune. Et qui avait d'ailleurs été, pour ceux qui y ont assisté, un élément absolument extraordinaire de voir cette déstabilisation et ce renversement où ceux qui interpellaient et ceux qui, y compris, souhaitaient émettre ou émettaient des propositions n'étaient pas ceux qui étaient à la tribune, mais étaient ceux qui étaient dans la salle. Ce qui nous intéresse, ce qui nous mobilise, ce qui me mobilise, moi en tout cas, c'est que ce qu'on a à dire, ce dont on se plaint, ça reste pas une plainte, ça reste pas un témoignage, mais ça provoque de la transformation sociale. C'est-à-dire que les lois, elles changent, que les dispositifs destinés aux patients évoluent, que la qualité des prises en charge s'améliore. Ce qui nous intéresse, c'est ça, oui. Créé en 1996, le CIS regroupe aujourd'hui 40 associations intervenant dans le champ de la santé. Quand on met 10 associations dans 10 pathologies différentes ensemble, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est ce qu'on arrive malgré tout à faire ici, c'est sortir de cette confrontation entre des attentes et des besoins de mondes différents. Le monde du handicap, le monde des patients, le monde des personnes âgées, le monde familial, le monde des consommateurs, qui ont tous un intérêt sur les questions de santé, de dire voici l'intérêt commun. Nous, évidemment, notre principal problème, celui pour lequel on milite, c'est la psychiatrie. Mais on a un corps. Et c'est très bien d'être à côté de quelqu'un qui défend le problème des diabètes ou du cœur. Voilà, c'est très important. On se partage. Et puis, celui qui, par exemple, s'occupe du cœur, cardiologie. Bon, la cardiologie, on sait que ça amène beaucoup de dépression. C'est important pour lui de pouvoir avoir des échanges avec l'association qui s'occupe de la psychiatrie. Vraiment, c'est un milieu où on peut tous discuter. On a des entrées différentes, mais on arrive dans une salle commune qui est la souffrance et comment la société répond à cette souffrance. Et ça, c'est indispensable. Je pense que l'ensemble des pathologies ont des causes communes à défendre. Et ces causes communes, on doit les défendre. Et si une pathologie a une difficulté pour se faire entendre, on doit aller à son secours. On doit l'aider à se faire entendre là-dessus. Parce qu'on est concerné par tout. Chaque pathologie garde son originalité et son registre d'intervention, mais parfois, on n'y arrive pas tout seul. Par exemple, le lien sur l'antibiorésistance, nous avons demandé l'aide du CIS. Nous avons signé ensemble des communiqués de presse pour lutter contre l'antibiorésistance. Mais l'antibiorésistance, si on veut bien y réfléchir, elle touche beaucoup d'autres pathologies. Toutes les pathologies inflammatoires, le diabète, qui sont des personnes beaucoup plus exposées que les autres aux infections. Le sida est concerné par l'antibiorésistance. Vous savez, toutes les pathologies vont être concernées. Mais après, de faire travailler ces champs-là et ces associations-là ensemble, là encore sur un objectif commun, n'est pas gagné et nécessite en permanence qu'il y ait une volonté de travailler ensemble. Et c'est pour ça que moi je dis toujours le travail collectif, même si aujourd'hui on a 20 ans c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais ce n'est jamais gagné.
et qu'il y a toujours des tentations de se rescinder parce que les tensions sont toujours là, parce que le financement ne l'est pas, parce que voilà. À mon avis, c'est très peu connu. Ben, je vois bien d'ailleurs, parce que quand on en parle dans son entourage familial ou amical, ah bon, il y a pas entendu d'usager, les gens, mais c'est quoi cette bête-là, quoi? Ils ne connaissent pas. Non, non, c'est sûr. Les représentants d'usagers, les RU, sont mal connus du grand public et pourtant ils sont au cœur même de la démocratie sanitaire. Leur rôle est de défendre et représenter les intérêts des usagers du système de santé. Ils siègent en tant que bénévoles dans de nombreuses instances hospitalières ou de santé publique. C'est la loi du 4 mars 2002 qui définit le cadre de la représentation des usagers du système de santé. Les associations de patients, d'usagers, de consommateurs ou de familles doivent demander l'agrément auprès du ministère de la Santé ou des agences régionales de santé. Seuls les membres d'associations qui ont reçu cet agrément sont habilités à représenter les usagers au sein du monde sanitaire. Je me rappelle très bien la première fois que je suis rentré dans cette salle de cet établissement de l'AP-HP de Paris. Je me suis donc présenté et j'ai eu à chacun des interlocuteurs la même question. Donc je me présentais, Nicolas Brun, représentant usager. Ah bon, représentant usager? Mais le syndicat, mais nous, quand on défend les professionnels, on défend les usagers. Pourquoi il y aurait des représentants? Les médecins? Attendez, moi les malades, je les ai tous les jours, je sais ce qu'ils pensent. Les élus, attendez, moi je suis l'élu du peuple, donc c'est moi qui représente les usagers. C'est-à-dire que chacun des participants au conseil d'administration se disait légitime pour parler au nom des usagers. Il y a encore peu de temps, nous sommes intervenus auprès d'un établissement très important de la région parisienne qui refusait que le représentant d'usagers aille dans les étages. On en était là. Parce que brocard des chefs de service qui vont dire mais de toute façon ils vont aller retourner la tête de nos malades, ils vont aller créer du judiciarisation inutile, enfin que des bêtises. Moi, la première fois que je suis arrivée dans un hôpital psychiatrique représentante des usagers, tout le monde a pensé qu'ils allaient m'utiliser. Les syndicats pensaient que je serais comme eux, la direction penserait que je serais comme eux, et les professionnels penseraient que je serais comme eux. Et j'ai réussi, je crois qu'être la seule encore, à avoir à un moment donné tout le monde contre moi. Alors j'étais obligée de sortir pour pleurer dans les escaliers, mais je suis re-rentrée, mais j'ai eu tout le monde contre moi. C'était quand même terrible. Ce qui fait la difficulté du représentant des usagers, tel qu'il figure dans la loi, c'est qu'il ne doit pas venir dans une instance pour parler de sa maladie, mais pour parler des intérêts globaux des patients. C'est ça qui est difficile dans le mandat de représentant des usagers au sens de la loi du 4 mars 2002. C'est qu'on lui donne un mandat, en quelque sorte général, de s'exprimer sur l'ensemble des problématiques du système de santé, alors que lui, il vient d'une mobilisation qui est une mobilisation particulière. La lutte contre le sida, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, la mucoviscidose. Voilà, on vient tous d'engagements particuliers et on nous réclame de nous exprimer d'une manière générale. Les représentants des usagers ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de leur mandat. Un représentant des usagers, c'est quelqu'un qui est formé à cette tâche, parce qu'il faut s'y former. Il ne s'agit pas d'arriver dans une instance de santé et de ne pas pouvoir dire un traître mot parce qu'on n'est pas capable de prendre la parole en public ou parce qu'on est intimidé par monsieur le professeur ou monsieur le directeur. Sur une commission de 30 personnes, qui sont 30 professionnels, vous ne pouvez pas vraiment faire bouger les lignes. Il faut avoir une prise de parole facile, il faut bien connaître les sujets, il faut faire face à des... Il y aura toujours dans le groupe quelqu'un qui va vous démontrer, même poliment, que vous n'y connaissez rien et que c'est pas du tout comme ça que ça marche. La pire des choses serait d'avoir des représentants des usagers qui ne soient que des potiches. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'être là,
ça leur donne un statut. Alors, je suis au conseil d'administration de l'hôpital, je vais à la conférence, machin chose, etc. Je veux dire, si c'est pour poser ses fesses sur un siège et avoir son nom sur un bandeau, ça ne sert à rien. Et même, ça dessert la fonction. Les représentants d'usagers sont présents à quasiment tous les niveaux du système de santé français. Au niveau national tout d'abord, ils siègent dans plus de 20 grandes agences et commissions nationales, de la Conférence nationale de santé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, en passant par la Haute Autorité de santé. Les représentants d'usagers sont aussi présents au sein des ARS, les agences régionales de santé, qui pilotent les stratégies et décisions en matière de santé dans chaque région française. Plus localement encore, les représentants d'usagers sont aussi présents dans les instances des territoires de santé, qui déclinent localement les politiques régionales de santé. Enfin, les représentants d'usagers sont censés siéger dans quelques 2600 établissements de santé publics et privés, hôpitaux, cliniques et centres de santé. Au total, plus de 15 000 mandats sont aujourd'hui ouverts aux représentants des usagers sur tout le territoire. La tâche est immense pour investir chacune des innombrables couches du gigantesque millefeuille de notre système de santé. Parfois, on a aussi l'impression que ce sont des lieux insuffisants, parce qu'il y a tellement d'autres lieux dans lesquels on n'est pas et qui sont décisifs. Je prendrai quelques exemples. Le comité économique des produits de santé, où on discute du prix des médicaments. La commission de la transparence à la Haute Autorité de santé, où on discute de la pertinence ou de la qualité d'un traitement. On n'y est pas présent. Comment est-ce possible, dans un pays qui a inventé la démocratie sanitaire, de continuer à exclure les patients et les usagers des lieux qui sont des lieux déterminants pour la prise en charge des maladies? C'est invraisemblable. Donc il y a à la fois beaucoup de lieux dans lesquels on est présent, certains dans lesquels d'ailleurs c'est anecdotique, où on a extrêmement peu de pouvoir, et puis des lieux où on est totalement absent et où il faudrait absolument qu'on y soit. Les salariés, membres d'une association visée à l'article L 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par le Code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger. Dans l'équipe de Rennes-Lou, on a beaucoup de gens qui sont actifs, qui travaillent, qui sont concernés directement ou indirectement par la maladie, qui ont le souhait de s'investir, qui comprennent nos démarches, notre plaidoyer, qui ont des compétences. Et néanmoins, on a des difficultés à les mobiliser sur ce genre de représentation, à les faire participer à des réunions, à des groupes de travail, parce que ça montre clairement en concurrence avec leur activité professionnelle. Alors si le syndicalisme est compris par les chefs d'entreprise, pas toujours bien vécu, mais compris et identifié, alors le syndicalisme lié à la représentation des usagers, je mets ma main à couper qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui vont comprendre très exactement ce que veut le salarié. Mais bon, c'est pas parce qu'ils comprennent pas aujourd'hui qu'ils comprendront pas demain. Et d'ailleurs, moi, je veux bien être le porte-parole auprès des chefs d'entreprise, en étant un moi-même depuis presque 30 ans, dans l'industrie, du bien fondé de laisser leurs salariés au moins prendre les 9 jours auxquels ils ont droit, parce qu'actuellement c'est 9 jours, pour faire de la représentation. Mais 9 jours, c'est tellement rien par rapport à la fréquence de mobilisation qui est demandée par les autorités compétentes. Un établissement qui dit, ben voilà, j'ai 3 groupes de travail cette semaine, et qui n'interroge pas l'usager pour savoir ses disponibilités, pour savoir peut-être, ou en tout cas de s'arranger pour qu'on puisse au moins 2 groupes les faire suivre de 2 heures, de les faire suivre sur une matinée, pour que la personne, si elle a une activité professionnelle, si elle veut prendre une RTT, ne prenne qu'une demi-journée de RTT pour pouvoir y aller. Elle ne va pas pouvoir prendre 3 demi-journées de RTT. Vous ne trouverez personne, à part des saints, et encore, il n'y en a plus. Il y a aussi des contraintes financières qui font que tout n'est pas pris en charge. Il vous reste toujours, il faut que vous imprimiez, vous avez une cartouche d'encre, il y a des trajets qui sont plus ou moins remboursés, les transports en commun à l'intérieur de la ville ne sont pas pris en charge, si vous habitez à 20 km de la gare, c'est pas pris en charge, voilà. Donc il y a des contraintes de temps et des contraintes financières.
Donc on voit bien toutes les limites de l'exercice du bénévolat et de la représentation des usagers telle qu'elle est conçue actuellement, avec un statut qui n'est pas très clair, avec des modalités qui restent complexes, et puis avec finalement une espèce d'antagonisme entre une vie professionnelle et ses missions d'intérêt général. Ça fait très longtemps que nous demandons qu'il y ait un statut, c'est-à-dire un statut qui permette à les personnes qui exercent une activité professionnelle d'obtenir des décharges de services, des congés, etc., qu'elles ne soient pas obligées de prendre ça sur leur RTT ou leurs vacances, etc., ou bien que ce soit alors réservé à des retraités. Donc c'est très important qu'il y ait des gens de générations très différentes et de statut social très différents qui représentent les usagers. Soignant-soigné, ça veut dire échange. Avant, il y avait le sachant et celui qui subissait. Hein, c'était ça. Maintenant, soignant-soigné, ça veut dire qu'il y a un échange. Il doit y avoir un échange. Une expérience, une connaissance. Ça, ils n'aiment pas ça. Hein. C'est dur d'abandonner sa toute-puissance. Parce que c'est ça. Mais d'un autre côté, il faut les comprendre aussi. Hein. Si vous soignez les gens, vous avez besoin de cette toute-puissance. Vous avez besoin de dire « je suis presque Dieu, je sauve les gens ». On a quand même l'impression que, en raison du manque de temps, de la charge administrative, de tout un tas également d'habitudes et d'une culture médicale, la qualité de la relation avec le patient, les notions d'empathie, de communication, d'écoute et d'accompagnement, elles sont très largement mises de côté. Et si on veut, dans une relation médecin-malade qui a été décrite par plein de gens, des sociologues, des juristes, comme une relation tutélaire historiquement, pour qu'elle devienne une relation plus égalitaire, ou en tout cas moins tutélaire, il faut renforcer les capacités du patient. Il faut leur expliquer aux patients qu'ils ont le droit de réclamer le diagnostic, qu'ils ont le droit de dire à un médecin peut-être qu'il y a une autre solution que l'intervention chirurgicale que vous me proposez, ou que ce traitement que vous me proposez, ce traitement d'ailleurs qui ne me va pas, avec lequel je souffre, etc. etc. Quand on parle de la qualité de la relation soigné-soignant, il y a de plus en plus de publications aujourd'hui dans des grandes revues internationales qui apportent des preuves réelles, des preuves tangibles de l'impact de cette relation sur la qualité des soins, sur des résultats biologiques, donc incontestables par les médecins. Je pense que ça, c'est des choses qui vont petit à petit faire leur chemin. Je crois aussi que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer parce que c'est pas juste du confort pour des malades chroniques d'attendre une relation de qualité. Ça a un impact sur l'observance, probablement sur les coûts, sur les réhospitalisations. Enfin, finalement, on est en train de se rendre compte qu'une médecine de qualité, elle ne peut pas exister sans ces aspects-là. Alors l'empowerment, c'est l'ensemble des outils et de ce qui peut être mis en œuvre pour permettre aux personnes de mieux vivre en ayant plus de pouvoir sur leur existence avec la maladie et sur toutes les conséquences de la maladie sur leur vie. Quand on va au ministère de la Santé, à l'étage de la ministre, juste avant d'entrer dans le bureau de Madame Touraine, il y a une affiche qui est marquée « Savoir, c'est pouvoir ». Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est avoir du savoir, avoir de la connaissance pour pouvoir mener sa vie de malade, sa vie de patient du mieux qu'on l'entend, le plus proche possible de ses aspirations, pouvoir conjuguer à la fois une prise en charge thérapeutique et la continuation d'une activité professionnelle, pouvoir se soigner le plus confortablement pour continuer une vie de mère ou de père de famille, pouvoir se soigner confortablement pour continuer sa vie avec son compagnon. C'est ça qu'on veut faire, c'est savoir pour pouvoir se déterminer du mieux que l'on souhaite pour soi-même.
Par exemple, permettre à quelqu'un de conserver son emploi, d'avoir une carrière, une évolution de carrière normale malgré sa maladie, c'est une démarche d'empowerment, très clairement. Toutes les compétences qui peuvent lui être transmises et apportées, c'est de l'empowerment. Et les compétences, elles sont très variables. On ne parle pas que d'observance ou d'auto-soin. Voilà, savoir parler de sa maladie autour de soi, en parler de manière libre et avec les bons mots et en accord avec soi-même, c'est une capacité d'empowerment. On a embarqué les droits individuels, on a embarqué les droits collectifs, on a embarqué les lieux de représentation, mais on n'a pas embarqué le quatrième élément si indispensable, qui est le renforcement des capacités des uns et des autres, des patients pris isolément et des représentants des usagers pris collectivement, pour mettre en œuvre ces droits eux-mêmes. Il me semble que l'empowerment devrait être un objectif global à la fois du système de soins et puis de nos associations de patients. Et on voit que, en tout cas pour le système de soins, c'est pas toujours le cas et qu'on a tendance à reléguer les patients à l'état un peu d'objets de soins sans forcément essayer de leur donner des moyens pour revivre en homme debout et libre. Voilà. L'expérience que j'ai dans l'association de l'Alliance Maladies Rares, parce que c'est un peu particulier, et on a vu comment les médecins ont pu évoluer. Parce que ce soit une famille ou un patient atteint d'une maladie rare, quand il arrive chez son médecin, souvent il connaît mieux sa maladie. Et donc, il y a eu une obligation aussi du médecin, du coup, et pour certains, ça a été, pas douloureux, c'est peut-être trop fort, mais ça a été un choc en tout cas, de voir que le malade en savait plus que lui sur sa maladie, puisque quand on est concerné, on va chercher les infos. Et on a bien vu qu'il y a eu un changement à ce moment-là, que le médecin a accepté finalement que le patient qui avait en face de lui en sache plus. Et le patient avait pourtant extrêmement besoin du médecin parce que autant il comprenait un certain nombre de choses, autant il lui manquait, parce qu'évidemment, c'est pas des malades, c'est pas forcément un médecin. Donc il lui manquait des bases. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait proposé un symposium où les paroles des médecins et des patients pourraient se confronter et se compléter. Et on nous avait répondu qu'on n'était pas là pour faire du de la rue. Donc voilà, c'était un peu considéré de cette manière-là. Alors c'était il y a 5-6 ans, mais les choses n'ont pas tellement progressé aujourd'hui et ça reste très compliqué de faire entendre cette parole des patients. Ou quand on la cherche, quand les médecins la cherchent, ils cherchent plutôt une parole de patient experte. Ce qui est déjà pas si mal, ce qui est déjà un progrès, quoi. Mais l'expérience en tant que telle, c'est quelque chose qui est encore jugé comme étant tout à fait secondaire et n'ayant pas sa place dans un congrès médical. C'est important d'accepter qu'à côté d'une parole d'expert, il y ait une parole d'expérience. Nous savons très bien que ça n'est pas la même chose. Les savoirs d'expertise et les savoirs expérientiels. C'est pas la même chose. Mais tout notre travail dans les associations et tout ce qui fait le caractère collectif de nos combats, c'est de transformer les expériences individuelles en expertise collective. L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. L'éducation thérapeutique, pour moi, c'est une catastrophe française. Une catastrophe française. C'est une des meilleures idées qui soit, validée par l'Organisation mondiale de la santé, que la France a voulu inscrire au Code de la santé publique en 2009, ce qu'elle a fait, pour un résultat 6 ans après, qui est juste pathétique. On n'a pas augmenté la quantité d'actions d'éducation thérapeutique disponibles en France pour les patients. Ça reste essentiellement un apanage hospitalier. S'il faut qu'on fasse 80 km pour revenir à l'hôpital pour participer à un module ou à un programme d'éducation thérapeutique, pour à quoi ça sert ? Voilà, donc c'est quand même pas beau, quoi. D'abord, elle est censée être accessible à tous les malades chroniques, à
à tout moment de leur parcours, et dans les faits, c'est très très loin d'être la réalité. Dans les maladies rénales, il y a encore très peu de programmes et la plupart des patients n'y ont pas accès. Je crois que dans la dernière enquête qui a été réalisée, c'est environ 6% des patients au stade terminal de leur maladie rénale qui ont pu accéder à un programme d'éducation thérapeutique. On voit aussi que c'est souvent pas très bien fait, et finalement, un type en blouse blanche qui s'active devant une vingtaine de patients en leur faisant un petit cours, ce n'est pas de l'éducation thérapeutique. Et dans bien des cas, les équipes ont l'impression de faire de l'éducation thérapeutique alors que ça n'a rien à voir, et ce qu'ils font n'est pas productif. Et puis, moi j'ai quand même l'impression que l'éducation thérapeutique, ça doit être vraiment une démarche d'équipe, une démarche globale qui intègre l'ensemble des membres d'une équipe médicale, notamment les médecins, et ça doit être porté par le chef de service. Or, très souvent, c'est pas du tout ce qui se passe lorsque ça existe. Souvent, c'est délégué à 1 ou 2 ou 3 infirmières qui finalement se retrouvent vite assez isolées à gérer leur programme d'éducation thérapeutique, parfois dans des contextes de défiance avec le reste des équipes soignantes, et très vite, ça trouve ses limites et ça n'existe pas réellement. Je pense que l'éducation thérapeutique, si elle était bien mise en place, elle devrait complètement transformer la manière dont l'ensemble des soignants vit sa relation avec le patient et les objectifs de cette relation. Et en pratique, c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Les sujets qui sont abordés dans cet engagement, c'est les sujets de notre vie. On va naître, on va être malade, on va avoir des épisodes, soit pour ses proches. On mourra un jour, il faut s'y faire. Et donc on va passer dans des moments où on va devoir, on aura peut-être des problèmes en matière de santé, par rapport à sa santé, par rapport à la santé des autres, ou en tout cas d'être en relation avec le système de santé. Donc c'est des sujets qui nous touchent au plus profond, et en tout cas qui touchent chacun de soi ou ses proches. Et donc c'est des vrais... Les questionnements qui ont trait à la santé, c'est des vraies questions de citoyens, vraiment d'acteurs de la cité. Et que de pouvoir réfléchir à ces questions-là, de pouvoir des fois même agir pour améliorer les choses, c'est extrêmement enrichissant. Même quelqu'un de très bien portant, il a quand même dans son entourage quelqu'un qu'il aime bien et qui a une fragilité ou une maladie. Puisqu'il y a 1 personne sur 4 en France, dans le monde entier, qui souffre de maladie mentale. 1 personne sur 4, c'est quand même beaucoup, hein. Donc vous prenez une famille, il y en a une qui a un problème, qui a eu une souffrance, ou même physique, hein. Donc quand vous avez votre mère malade, votre père malade, regardez, et je leur dirais, surtout, avant de regarder la maladie, avant d'être dans la toute-puissance, on va te guérir, accompagner la souffrance. Accompagner la personne, c'est une personne à part entière, elle a des sentiments, accompagnez-la. Et vous comprendrez le jour où ça vous arrivera. Vous saurez quoi demander, parce que votre devoir, c'est de demander. Il me semble qu'aujourd'hui, et je l'ai entendu dire pendant longtemps à propos du VIH, et puis maintenant à propos des droits des patients, c'est comme si finalement les premières générations, ceux qui ont traversé, qui étaient actifs pendant les 10 premières années, c'est comme si on avait tout obtenu, et qu'aujourd'hui il n'y avait plus rien à faire, ou que l'essentiel était fait. Et je pense que ça, c'est une erreur. Une erreur d'information, une erreur de jugement, un manque d'expérience. Il y a toujours des nouveaux dossiers, des nouvelles dimensions à investiguer. Il y a toute une série de questions sur lesquelles on n'a pas abouti. Les droits conquis sont toujours des conquêtes fragiles. Et il faut toujours se battre pour les défendre. Et il faudra reprendre ces combats-là, parce que la volonté, malheureusement, parce que c'est comme ça, la volonté du contrôle des populations, la volonté de mettre des conditions à l'exercice d'un certain nombre de droits, alors même que ce sont des droits fondamentaux, sera toujours une volonté forte. Les grands enjeux, c'est de faire progresser la démocratie sanitaire,
C'est compliqué dans un paysage où on voit qu'il y a des corporatismes très importants, des forces de lobby très, très, très fortes, des enjeux économiques qui sont également extrêmement puissants et des souhaits d'économie de la santé qui font que les décisions politiques, leur principal moteur aujourd'hui, c'est de faire des économies. Voilà, donc faire exister l'intérêt des patients, la qualité des soins dans cet univers, c'est un vrai défi. Et je pense que c'est le défi des associations de patients pour les années qui viennent.